Parfait, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Je suis très ravie aujourd'hui de vous partager une nouvelle passion que j'ai découverte pour les nudges et voir aussi comment ils contribuent à créer des produits dits engageants, voire des fois addictifs. Alors, on va remercier bien évidemment les sponsors. Moi, je suis très très heureuse de faire partie d'Agile en scène. C'est ma toute première conf Agile en scène. J'en suis ravie et donc je remercie pour cela bien évidemment l'équipe Agile en scène, mais aussi les sponsors, les partenaires qui nous permettent de tenir cette conférence dans ces conditions très particulières. Et je voudrais ajouter un signe de reconnaissance particulier pour quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Anne-Sophie. Voilà, j'espère qu'elle va accepter ce signe de reconnaissance parce qu'elle m'a donné un vrai coup de pouce, un vrai coup de coude pour que je puisse faire cette conférence. Je voudrais remercier également Alexandre et Jean-Philippe. Ils sauront pourquoi, ils se reconnaîtront très assurément. Et sans plus tarder, je vais me présenter. Donc moi, je suis Fatima Zahra Hamid, comme vous l'avez présenté. Donc ma présentation officielle, je suis coach produit, service designer et je travaille pour Publicis Sapient, anciennement Xebia. Mais dans la vraie vie, je m'appelle Fizi. Tous ceux qui travaillent avec moi me connaissent sous ce nom. Je suis la fille autoproclamée de Homer Simpson et Wonder Woman. Je ne mens pas, il y a même ma photo sur la pièce d'identité. Je suis docteur en problématisation. J'ai une passion pour les problèmes. J'aime bien essayer de trouver les problèmes des gens et surtout y trouver une solution. Et c'est comme ça que petit à petit, j'en suis arrivée à trouver le nudge un peu comme un certain nombre d'autres outils qui aident un petit peu à essayer de comprendre l'individu et voir comment est-ce qu'on peut l'aider. Alors, avant de nous lancer dans le nudge et pourquoi, je tenais à vous dire que 96% des personnes ayant suivi cette conférence lui ont attribué une note de 5 sur 5. Bien évidemment, ceux qui ne l'ont pas suivi le regrettent encore aujourd'hui. Vous, vous êtes là, donc il n'y aura pas de regret pour vous. Au menu, pas mal de monde. On a pas mal d'hommes en noir et blanc. Alors, on va peut-être pas remonter jusqu'aux travaux de Herbert Simon, je lui ai mis une petite croix rouge, même s'il a fait un certain nombre de travaux très intéressants sur tout ce qui est travaux comportementaux et notamment sur la rationalité limitée. On va voir un peu le lien avec la rationalité limitée, mais pour ceux que ça intéresse et qui veulent approfondir, je vous invite à aller vous renseigner sur les travaux de l'école behavioriste ou l'école de Carnegie. Il n'y a pas leurs photos, mais ils ont beaucoup contribué notamment au nudge en France. Jean-Marc Badarou de Nudge Me et Eric Siegler du Bivia Institute. Donc je n'aurais pas mis leurs photos, mais je me suis pas mal inspirée de leurs travaux sur le sujet. On aura également avec nous une mouche, un ours polaire, de la dopamine et la boucle des habitudes. Tout ça, normalement, une fois qu'on l'aura vu, devrait nous permettre de savoir ce qu'est un nudge, découvrir ensemble la démarche qui permet de les créer et surtout, comment est-ce que cela pourrait faire passer de l'incitation à l'engagement des utilisateurs ou des individus de manière générale. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous parler de nudge? Je vais vous parler de nudge tout simplement parce que, enfin oui, et surtout, d'abord, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc je vous présente, moi je n'ai pas de mascotte ce chat, mais j'ai 2 enfants, donc ce sont mes enfants là qui sont sur la photo, petit moment de tendresse avec leur brosse à dents. J'ai un petit souci avec mes enfants, alors bien qu'ils se brossent leurs dents régulièrement, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais ils ne se brossent pas suffisamment longtemps les dents. Ils passent 15 secondes à le faire et puis ça y est, c'est basta, c'est fini. J'ai essayé de leur faire comprendre l'intérêt pour eux de brosser suffisamment longtemps, que ce n'était pas le dentifrice qui aidait, mais plutôt vraiment le brossage qui permettait de gérer la propreté des dents. J'ai essayé aussi de leur montrer des vidéos éducatives. Je les ai obligés, j'ai donné des ordres, allez, il faut vous brosser les dents, ça n'a pas servi. Ça n'a pas servi jusqu'à ce que je trouve cette petite astuce. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un sablier. Voilà, donc ce sablier, c'est un petit peu mon petit coup de pouce pour eux, mon petit nudge pour les inciter à changer de comportement. Et j'attendais d'eux un comportement très précis qui était de se brosser les dents pendant toute la durée d'écoulement de ce sable. Donc voilà, ça, c'est un exemple de nudge. Et je les imaginais déjà dans leur tête se dire, on veut bien obéir à condition de ne pas recevoir d'ordre, parce que j'ai bien essayé de leur expliquer et de leur dire qu'il faut se brosser les dents, donc il y a une injonction, une contrainte, on ne veut pas de contrainte. Pourquoi? Parce que comment s'opposer à un ordre qu'on ne reçoit pas? C'est tout le principe quelque part du nudge, c'est de pouvoir inciter à cette modification de comportement, à faire des choses de manière très intuitive, sans pour autant en avoir le sentiment d'être contraint de le faire.
On va utiliser des petits déclencheurs, des petites choses assez visuelles, assez simples, et on va voir dans le détail un petit peu quelques exemples. Alors, qu'est-ce qu'un nudge? Je vais me baser sur la définition de Richard Thaler et Cass Sunstein. Alors, ce sont 2 prix Nobel, notamment Richard Thaler, c'est un psychologue, mais qui a reçu un prix Nobel en économie. Pourquoi? Pour justement avoir introduit cette notion de nudge dans l'économie comportementale. Alors, un nudge, c'est quoi? C'est tout simplement un coup de pouce, comme nous l'appellerons. Alors, ce que je vous explique ici, ce que j'ai mis, c'est la traduction de la définition du nudge par Thaler et Sunstein, qui lui ont donné la plus grande dimension et qui l'ont fait suffisamment connaître pour qu'on en parle aujourd'hui. Donc, un nudge, c'est un coup de pouce, c'est tout aspect de l'architecture du choix. On reviendra un peu plus en détail sur ce qu'on met derrière architecture du choix. Donc, ça va modifier le comportement des individus de manière prévisible, on reviendra également dessus, sans interdire d'options ou modifier de manière significative leurs incitations économiques. Pour être considéré comme un simple coup de pouce, l'intervention doit être facile et peu coûteuse à éviter. Rappelez-vous, donc facile, hein, on a juste à suivre l'écoulement du sablier. Et si jamais ils ne veulent pas le faire, mais ils ne le feront pas. Ils ont l'option aussi, donc ils ont le choix de se brosser les dents sans utiliser le sablier. Il n'y a pas d'incitation économique, ça n'entraîne absolument pour eux aucun non plus coût à éviter cette incitation-là. Donc là, on est vraiment dans un cas de nudge. Alors quand on dit on est dans un cas de nudge, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui ne serait pas un nudge? Alors là, je vous ai trouvé un exemple. On est dans une cantine scolaire. Je n'ai peut-être pas respecté les droits d'auteur, donc j'ai pris cette image sur Internet. Et là, on voit que sur cette cantine, on s'est évertué à faire une disposition pour les aliments, de sorte à donner l'envie, en tout cas pour les enfants, d'aller consommer des fruits. Donc on les met en évidence, ils sont bien rangés, on va mettre pas mal de petites étiquettes, des labels, des couleurs et autres. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au fond, hein, je ne sais pas si vous avez ma flèche également, mais au fond, on a des friandises, on a tout un tas de friandises qui ne sont pas très très bien mises en évidence. Donc là, on est face à un nudge. Là, on est dans une autre cantine où on voit qu'on a absolument que des choses bonnes pour la santé, des légumes, des soupes. On voit que c'est plutôt quelque chose qui nous inciterait à mieux manger, ce qui est bien pour notre santé. Pour autant, ce n'est pas un nudge. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on n'a pas d'autre option. C'est très coûteux si on veut l'éviter. On n'a pas d'autre choix que de manger sainement. Si on a envie d'un encas, si on a envie de sucre, si on a envie de ne pas bien manger, ça va nous coûter de devoir aller trouver une autre alternative. Et d'ailleurs, Richard Thaler et Sunstein le reprennent en disant tout simplement, c'est vraiment leur exemple, mettre des fruits à la hauteur des yeux compte comme un coup de pouce, là où bannir la malbouffe ne l'est pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait inciter les gens à modifier leur comportement? Ce qu'on remarque, c'est que nous prenons la plupart de nos décisions quotidiennes de manière relativement rapide et intuitive, presque parfois sans y faire attention. Par exemple, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, et de nombreuses personnes qui continuent par facilité de se rendre au travail en bus ou en voiture alors qu'ils pourraient prendre le vélo, bien qu'elles aient conscience que ça pourrait faire du bien à leur environnement, à leur santé. Ils ne vont pas le faire. Ils vont continuer à prendre des transports en commun. Et tout ça ne veut pas dire qu'ils ne se soucient pas de leur santé ou de leur environnement. Tout simplement, intuitivement, inconsciemment, ils vont prendre cette décision. Les gens ne se comportent pas toujours de façon parfaitement rationnelle et n'agissent pas toujours conformément à leurs idées. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va faire appel à un système qui rapidement va analyser la situation sans trop réfléchir et nous faire en sorte qu'on prenne cette décision plutôt que l'autre. Et surtout, donc là, comme on voit pourquoi en fait, on veut les inciter, c'est parce qu'on se dit quelque part, et certaines personnes qui pensent qu'il est parfois bon de donner peut-être un coup de pouce pour provoquer une sorte de changement de comportement ou un nouveau comportement pour mener plutôt vers quelque chose qu'on considérerait bon, soit pour l'individu, pour la société ou pour la planète, dans les cas que je viens de citer. Mais comment est-ce qu'on va le faire? Alors pour modifier un comportement, on ne va pas chercher à convaincre les personnes. C'est l'exemple que je vous ai donné avec mes propres enfants. J'ai essayé de les convaincre que c'était bon pour leur santé, pour leurs dents. Il n'en a été question nulle part pour eux de se brosser les dents. Par contre, cette petite incitation-là,
qui va stimuler finalement un mécanisme, celui qui permet de prendre des décisions rapidement, notamment en se basant sur le côté un petit peu fun, qui va aider à faire ce changement de comportement, donner ce petit coup de pouce pour aller dans le bon sens. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va essayer justement de voir, aller stimuler, pas chercher à convaincre, mais stimuler le mécanisme de réflexion et de prise de décision qui nous permet de prendre ces décisions très rapidement et intuitivement et qui d'ailleurs provoque souvent nos erreurs de jugement. Pour vous donner une illustration concrète, pour ceux qui connaissent le test de Muller-Lyer, si on pose la question quelle est la ligne qui est la plus longue que l'autre, est-ce que ces deux lignes font la même taille? Ben, généralement, on peut se dire non. Pourtant, elles sont absolument identiques. Ce sont des illusions qui sont tout simplement basées sur notre mécanisme de prise de décision rapide et intuitif. D'ailleurs, même si on sait là que les lignes sont absolument identiques, on reste quand même tenté de se dire qu'elles sont différentes. Un autre exemple, qui est celui des tables de Shepard, vient vraiment illustrer davantage ce côté perception et les biais que ça introduit dans notre prise de décision. Même question, est-ce que ces tables sont identiques ou plutôt quelle est la table qu'on pourrait faire passer par une porte relativement étroite? Ben, on va prendre quand même un peu de temps et se dire probablement celle-ci plutôt que celle-là. On va peut-être pas se dire qu'elles sont absolument identiques et pourtant c'est le cas. Donc il y a un biais par la perception qui fait que nous avons là l'illusion que ce ne sont pas les mêmes tables. Et encore une fois, même quand on sait avec la mesure, avec une grande précision, la superposition parfaite des deux plateaux, des tables, on ne peut pas empêcher notre cerveau de faire ce qu'il fait et d'enclencher ces décisions rapides et intuitives. En somme, la connaissance d'une information n'est pas suffisante pour inciter à prendre les bonnes décisions. Et c'est sur cette base, quelque part, que Daniel Kahneman a fait ses travaux, ses études. Donc, Daniel Kahneman, père fondateur de l'économie comportementale, également prix Nobel, psychologue et également prix Nobel d'économie, qui a introduit cette notion de système 1 et système 2. Donc ce ne sont pas deux fonctions qui sont séparées sur le plan physique, hein. Notre cerveau n'est pas physiquement séparé en deux systèmes, mais dans leur raisonnement, dans leur fonctionnement, c'est bien deux choses différentes. Donc on a le système 1 qui est rapide, instinctif, émotionnel, et le système 2 un peu plus lent, un peu plus réfléchi et plus contrôlé. Et c'est le système 1 qui va influencer la majorité de nos décisions. C'est le système 1 qui a le plus d'influence sur le comportement, notamment quand le système 2 est occupé. Parce qu'il a un gros défaut, ce système 2, il est hyper fainéant, il est paresseux. Et l'être humain est partisan du moindre effort. Pour vous donner un petit exemple, au fait, le système 1, c'est ce qui va générer le plus, on va dire, toutes nos fonctions motrices, par exemple. Si vous êtes en train de faire une marche avec les amis, même si en ce moment, Covid, ce n'est pas vraiment ce qui est préconisé, mais en tout cas, imaginez, vous êtes en train de faire une marche avec des amis ou vous êtes en train de faire une randonnée. Si jamais, c'est d'ailleurs le système 1 qui vous permet de marcher, mais si jamais vous leur posez la question combien font 34 fois 97, il est probable que pour vous répondre, ils s'arrêtent, ils prennent du temps pour réfléchir, pour enclencher le système 2, parce que là, le système 1, il ne peut pas pallier à ce genre de réponse. Donc, quelque part, moi, j'aime bien résumer avec cet exemple. Si on était dans un film, le système 2 serait un second rôle, persuadé d'être le héros. Pour voir quoi je vous parle de système 1 et de système 2, déjà pour vous démontrer notre lien de paternité à tous. Je vous ai dit que j'étais la fille d'Homer Simpson, mais en réalité, on est tous un peu plus proches de Homer Simpson que de Superman, parce que nous sommes des êtres humains, empreints d'émotions, d'habitudes, influencés par un environnement physique, social. On a tendance à être illogique, à être émotionnel, à être sociaux tout simplement, et être considérablement influencés par le contexte. Nous agissons souvent sans réfléchir, basé sur ce fameux système 1, comme l'a défini Kahneman. Donc, à partir de ce constat, on a un autre chercheur qui s'appelle Dan Ariely, qui a fait énormément de travail, un bouquin que je vous conseille de lire qui s'appelle Predictably Irrational, donc irrationnel mais prédictif, et qui base son travail finalement sur trois constats. Donc, les individus ne sont pas rationnels, leur irrationalité est prévisible, et donc on peut agir sur cette prédictibilité, et on va voir comment le nudge va justement aider à agir sur cette prédictibilité. En fait, le fonctionnement du cerveau, on l'a constaté, entraîne énormément de biais comportementaux, c'est-à-dire des erreurs, mais des erreurs qui sont systématiques dans la manière soit de se comporter ou de raisonner. Et ces erreurs systématiques, on est capable quelque part de les prédire.
Alors, prédire, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va aller agir sur ses décisions. On ne veut pas changer la rationalité de l'individu. Et je vais citer Buckminster Fuller, qui est un véritable architecte. Lui, il fait des bâtiments, il ne fait pas des choix. Quoique un architecte de bâtiment fait également des architectures de choix, et qui a tout simplement abandonné l'idée de vouloir transformer l'individu. Il a dit, moi, je ne vais pas aller me battre, hein, c'est trop complexe de transformer un individu, mais je vais plutôt travailler de sorte à modifier l'environnement dans lequel il interagit pour le mener vers des chemins préférables. Donc là, le parallèle est assez simple à faire finalement avec le nudge parce que c'est un petit peu ce qu'on met derrière architecture de choix. C'est tout simplement ne pas modifier l'être humain, ne pas modifier son raisonnement, mais aller agir sur l'environnement de prise de décision. On va toujours lui laisser le choix, on va juste faire en sorte d'architecturer ces choix qui lui sont mis à disposition en mettant un petit peu en avant le choix qu'on souhaiterait qu'il aille vers lequel aller. Quelques exemples de nudge pour bien illustrer et j'espère ancrer chez vous cette définition. Le plus connu, c'est celui de la fausse mouche à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Donc je suis désolée, hein, messieurs, c'est une mouche, un petit autocollant de mouche qu'on a mis sur les urinoirs des hommes. Alors l'objectif, c'est de faire changer le comportement des hommes et donc d'aller les inciter à viser cette mouche. Et a priori, les résultats de ces études ont démontré qu'on a réussi à réduire de 80%. Alors, les résultats ont été un petit peu débattus, mais en tout cas, ce qui a été annoncé, c'est une réduction de 80% du temps d'entretien et des frais d'entretien suite à ce nudge. Donc là, on a toujours le choix, on peut ne pas viser la mouche si on le souhaite. Un autre exemple de nudge que j'ai appelé la taille qui compte, donc dans la cantine de Google, où là, ils ont tout simplement réduit la taille des assiettes. Il faut comprendre que il faut savoir, hein, la plupart de nos comportements alimentaires se produisent avec des processus qui ne sont pas forcément conscients. Dans le langage de Kahneman, cela reviendrait à dire la plupart de nos comportements alimentaires sont contrôlés par le système 1. Donc une grande assiette, on va avoir tendance à la remplir. Et ce qui a été constaté, c'est que les gens consomment à peu près 92% de ce qui leur est servi. Ce sont des études américaines. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir les études faites par Brian Wansing sur RightPath Fitness. Donc, avec ce simple nudge, Google a réussi à faire baisser de 22% la consommation de nourriture et donc de calories et aider à l'amélioration de la santé de ses salariés. Un autre exemple de nudge amené par la société Amphiro, c'est l'ours polaire. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit qu'on allait avoir au menu une mouche et un ours. Le voici. Donc ça, c'est un petit appareil qui vient se greffer au pommeau de douche, qui va mesurer à la fois la température et la consommation de l'eau avec un petit ours polaire. Plus on va consommer de l'eau, plus on va rester trop longtemps sous la douche, la température et tout ça. Donc ça va changer l'image de cette petite ours qui est sur sa banquise, qu'on voit fondre. Donc ça, c'est un argument environnemental qui va avoir tendance à faire en sorte que les clients, enfin que les consommateurs en tout cas, soient incités à réduire leur consommation d'eau sous la douche. Un autre exemple d'argument environnemental, donc on l'a vu, qui est efficace, mais avec un argument psychologique qui vient le renforcer, qui est encore plus efficace, parce qu'il y a un effet d'entraînement social. On a tous quelque part envie de se conformer à une norme sociale. On se compare à l'autre et quand on estime que le comportement des autres respecte une norme, ben on est enclin à faire de même. L'inverse est également vrai. Donc voilà, donc là c'est un exemple de nouvelle frontière qui a mis ce nudge, tout simplement, 75% des personnes ayant occupé cette chambre avant vous ont utilisé leur serviette de toilette plusieurs fois et ça a encouragé les différents clients à faire de même. Pas 100% des clients, mais une très belle proportion. Un autre nudge, donc, qui est le nudge du choix par défaut. Alors, c'est un petit peu comme quand vous arrivez à la cantine et vous n'avez pas le sel sur la table. Il y a plusieurs cantines qui le font désormais. Le sel est toujours disponible, vous êtes obligé de vous déplacer. Donc là, le don d'organes aussi, c'est un exemple de choix par défaut parce qu'on va reproduire finalement les choix que nous avons déjà effectués. Les chercheurs ont fait un certain nombre de travaux et l'expliquent un petit peu par les défauts de notre mémoire. En fait, ils expliquent qu'on va retenir davantage l'action qu'on a effectuée que les raisons qui nous ont poussés à faire cette action. Donc du coup, ce qu'on va retenir, c'est tout simplement qu'on est donneur d'organes dans le cas que je vous présente. Donc on est donneur d'organes par défaut. On ne sait plus pourquoi, on ne va pas retenir le pourquoi, mais on est donneur d'organes par défaut. Les études dans différents pays ont démontré que ce choix par défaut a augmenté, bien évidemment statistiquement, le pourcentage de donneurs d'organes.
Un autre nudge que j'aime beaucoup, là on est sur des produits digitaux, c'est Darin Senef qui a proposé une petite animation avec un Yeti. Ce Yeti change, hein, je vous ai fait la capture, pas la vidéo, mais vous allez voir, plus on va remplir ce formulaire, plus le Yeti va bouger au fait. Ça permet de détourner un petit peu l'attention de l'utilisateur. On a un sentiment négatif quand on veut donner des informations et donc là on vient par ce nudge encourager, inciter les personnes à donner un certain nombre d'informations lors de l'inscription ou lors des formulaires. Le code est disponible sur codepen.io. Un nudge bien de chez nous, un nudge français qui a été proposé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, donc le Citral, où là on va encourager les personnes à prendre les marches avec une petite récompense à la clé, c'est-à-dire quand ils vont arriver à la fin des marches, on a déjà des encouragements, donc on les incite, et en plus on va leur donner une récompense sous forme de vue trempe-l'œil sur la tour Pardieu. Donc voilà, donc ça, c'est un certain nombre de nudges hein, qu'on a vus parmi les plus connus. Là, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut créer un nudge, une démarche. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais plutôt vous la présenter dans les grandes lignes. Mais si jamais vous voulez des templates ou des exemples un peu plus détaillés, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Ou alors, si vous souhaitez, on vote et on fait un hands-on à la prochaine édition d'Agile en scène. Donc, on a 3 étapes phares. Les personnes qui sont habituées aux démarches d'ingénierie collective, les démarches type design thinking, vont retrouver des similitudes. Donc, on a une phase préparatoire, une phase de compréhension et une phase où on va rentrer dans le changement. Donc, dans la phase préparatoire, on va commencer par cibler la problématique, les enjeux aussi derrière, identifier et décrire les individus sur lesquels on va essayer d'agir en réalité pour les inciter, comme on disait tout à l'heure, à modifier leur comportement vers un autre. Alors, un exemple que je ne vais pas tirer du digital, moi je fais pas mal de bénévolat de compétences auprès des associations et souvent on a des problématiques de dons. Donc là, par exemple, notre problématique, ce serait comment est-ce qu'on peut générer plus de dons? On n'a pas assez de dons pour une association donnée et les enjeux sont tout simplement la survie même de l'association. Dans les personas, ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va dire que ce sont des donateurs. On va essayer vraiment d'aller les décortiquer, bien comprendre quelles sont leurs motivations, qui sont-ils, leur âge, leur environnement social, leurs pensées, parce que l'idée par la suite, c'est aussi d'aller comprendre les comportements. Donc il faut qu'on entre en empathie avec ces différents individus, bien les comprendre, nos fameux personas. On va passer donc sur la phase de compréhension. Alors la phase de compréhension, on va commencer par de l'observation. On va observer les comportements qu'on va avoir autour de cette problématique et des enjeux. On va essayer par exemple de voir dans un contexte de don comment agissent les personas qu'on a identifiés. Ils ne donnent pas dans la rue. Est-ce qu'ils ont besoin d'être assurés par l'association? Est-ce qu'ils ont besoin de savoir où part leur argent? Qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent une brochure? On va aller vraiment détailler ces comportements. On utilise pour ça des outils comme le Behavioral Journey Map. Donc, c'est un peu comme les User Journey Map, mais là, on va être plutôt sur les comportements et on va voir étape par étape les comportements et leur succession. On va également évaluer la disposition au changement. C'est un élément très important dont on ne parle peut-être pas assez. Quand on parle de nudge, on parle d'incitation pour passer de l'intention à l'action. Donc on a une intention qui est déjà présente. Si la personne ou l'individu qu'on a en face n'est absolument pas disposé à changer, un nudge, il est fort à parier qu'il ne soit pas suffisant. Donc il y a d'autres types d'incitation et d'incitation forte, il y a d'autres types de choses, d'autres types d'actions qu'on peut mettre en place. Le nudge, c'est vraiment quand on a déjà une prédisposition au changement, soit parce qu'on a une intention, donc typiquement mettre un nudge pour brosser les dents, si on ne va pas brosser les dents, on n'aura pas besoin et ça ne servira à rien. Moi, je vous donne un exemple tout simple, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, je présentais à mon mari un petit peu cette conférence et je lui ai dit, du coup, toutes les fois où j'ai laissé devant tes yeux le magazine sur le sac que je voulais que tu m'offres, je comprends pourquoi ça n'a pas marché. Il me dit, maintenant, je n'avais pas l'intention de te l'acheter. Donc voilà, c'est vraiment, cette disposition est vraiment importante. Je précise, hein, c'est absolument indispensable d'aller évaluer ces dispositions en changement. Ensuite, une fois qu'on a fait cette map, ce mapping des comportements,
Autre point très important, ne pas confondre les comportements avec les émotions et être très précis dans les comportements. Il y a souvent cette confusion qui arrive, on est plus sur qu'est-ce qu'on ressent quand on fait quelque chose, plutôt que comment est-ce qu'on se comporte quand on le fait. On est plus dans la recherche du comportement. Donc une fois qu'on a tous ces comportements, on va identifier quels sont ceux qu'on attend. Donc on aimerait qu'ils donnent plus, on aimerait qu'ils interagissent avec la brochure quand ils la reçoivent, on aimerait qu'ils répondent peut-être au questionnaire qu'on leur envoie. Donc on va lister tous ces comportements, on va analyser les biais qui les freinent. Est-ce qu'ils ont une aversion pour la peur? Est-ce qu'ils ont du mal à payer? Est-ce qu'ils ont une peur d'être dépossédés? Donc il y a énormément de biais, on essaie de les identifier et on va essayer de les transformer en levier. Donc, typiquement, quelqu'un qui n'est pas prêt à payer cher, ben on va peut-être, enfin à payer tout court, hein, pas forcément cher, on va peut-être travailler sur un biais type effet IKEA, donc le faire participer à l'association. Donc l'effet IKEA, c'est tout simplement les gens sont prêts à payer, donnent un peu plus de valeur lorsqu'ils contribuent à quelque chose, lorsqu'ils contribuent à construire quelque chose. Donc voilà, donc c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce mécanisme, comment par reflet, on va prendre un biais qui freine et on va essayer d'en faire un levier actionnable. Donc là, on est passé sur la phase de compréhension. Pareil, donc on a comme outil Behavior Journey Map. On peut aussi utiliser l'impact map. L'impact map, beaucoup de product managers ou product owners, donc les gens qui font du produit, beaucoup l'utilisent. Mais ben, l'impact map, c'est un outil qu'on peut utiliser à cette étape. Enfin, une fois qu'on a tout ça, on va commencer à changer. Donc, on va déterminer les mesures qui vont faciliter le changement de comportement. On va mettre en place le nudge. Donc, le nudge, c'est cet ensemble de mesures qu'on va architecturer dans, encore une fois, l'environnement de prise de décision. Et on va le mettre en place, mais en mode expérimental. Toujours comme pour les produits, il faut tester et évaluer si ce nudge va vraiment tendre à amener le comportement souhaité. Si c'est le cas, on peut continuer. Si ce n'est pas le cas, ben, on choisit d'adapter ou tout simplement d'arrêter et de passer soit à un autre nudge, soit à une autre forme d'incitation. Donc ça, c'est la démarche. Dans les grandes lignes, encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez qu'on la détaille avec des exemples. Je suis à votre disposition. Alors, là, ce que je vous ai mis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le codex des biais cognitifs. Euh, pour passer un message très important. Quand on fait cette démarche de création de nudge, on ne veut vraiment pas jouer aux apprentis chimistes. On n'est pas en train de faire n'importe quoi. En fait, on agit quand même sur des comportements, on agit sur des biais, on agit sur l'être humain. On ne s'improvise pas du jour au lendemain créateur de nudge, on ne s'improvise pas du jour au lendemain psychologue ou spécialiste des études comportementales ou cognitives. Et on le voit, il y a énormément de biais, donc il faut une réelle compétence et expertise pour pouvoir les comprendre, les analyser les freins et pouvoir agir dessus. Donc ce sont des ateliers qu'on fait de manière collective, en intelligence collective. Moi, je suis service designer de formation, donc j'interviens, mais plutôt pour faciliter ces ateliers, mais pas en tant que spécialiste du comportement ou de la psychologie. Autre chose très importante, maintenant qu'on a vu comment on crée des nudges, ou en tout cas une démarche pour pouvoir les créer, qu'est-ce qu'un nudge ne devrait pas? Donc, on a vu déjà, ne devrait pas forcer le choix de l'individu. Un nudge suggère, et il suggère à notre inconscient d'adopter intuitivement un comportement. Il va donner plusieurs possibilités, mais il va mettre en avant le choix. Par contre, il nous propose toujours des alternatives. C'est juste une mise en avant du choix vers lequel on aimerait que l'individu tende. On ne doit pas non plus mentir pour amener au comportement demandé. Et on ne doit pas détourner l'attention des véritables problèmes. Alors sur ce point, on a tendance parfois à utiliser le nudge pour hyper responsabiliser les individus et masquer peut-être des dysfonctionnements. Je vais donner un exemple, typiquement, sans vouloir nommer ni pointer du doigt une personne, ni aucune société, ni aucun gouvernement. Mais si par exemple on a, mettons, une société qui régit des transports en commun, qui va nudger un petit peu partout pour permettre de gérer les flux, pour permettre de gérer un certain nombre de choses, ça peut être bien si à côté de ça, tout est fait dans les règles de l'art. Mais si c'est pour masquer des problématiques au niveau de l'infrastructure même, au niveau de l'architecture, cette fois non pas des choix, mais des bâtiments, là, on n'est pas vraiment dans un nudge.
Donc le nudge, c'est plutôt, on a tout qui est bien mis en place. Là, plutôt, on est dans du détournement d'attention pour masquer les dysfonctionnements de l'entreprise et donc déresponsabiliser l'entreprise en hyper-responsabilisant les différents individus. Donc on a vu ce qu'il fallait pas faire ou ce que le nudge ne devait pas faire. Pour un nudge réussi, il faut d'abord parler à notre intuition et nos émotions, le fameux système 1 qu'on a vu ensemble. Activer ce que moi j'appelle l'effet de mode, c'est tout simplement l'élément d'influence qui est éprouvé par la norme sociale et valoriser le retour sur investissement. Et quand on va valoriser le retour sur investissement, on va plutôt aller s'intéresser à ce qu'on risque de perdre plutôt à ce qu'on peut gagner. Car nous sommes plus sensibles à l'idée de perte plutôt que le ressenti d'un gain. Donc on va plutôt mettre en avance voilà, ce que vous risquez de perdre plutôt que ce que vous pouvez gagner. Un exemple qu'on a vu en début de cette présentation, 96% des personnes ayant suivi cette conférence lui ont attribué une note de 5 sur 5. On a cet élément d'influence qui est amené par la norme sociale. Donc intuitivement, on a envie de faire partie de la norme sociale et je vous y encourage. Et on a cette petite mention qui va aller titiller notre biais d'aversion pour la perte et la dépossession, et donc qui revient à dire ceux qui ne l'ont pas suivi le regrettent encore aujourd'hui, donc on ne veut pas avoir des regrets, donc ça c'est le côté qu'est-ce qu'on peut perdre, donc on peut perdre, on peut avoir des regrets. Un nudge réussi ne va pas non plus nécessiter de communication particulière. Si on reprend l'exemple qu'on a vu du nudge le plus connu, hein, celui de la mouche dans les urinoirs, ben on ne va pas aller mettre à côté, viser la mouche. Hein. C'est comme une bonne blague, ça n'a pas besoin d'explication pour être compris. Et d'ailleurs, certains vont aller même plus loin en disant que si on fait une communication, ça risque même d'atténuer, voire annuler l'effet du nudge, parce que finalement, la personne pourrait se sentir influencée ou voilà, on essaie de m'orienter vers quelque chose. Donc là, forcément, on a un autre biais qui vient s'enclencher. On n'a pas envie de se retrouver piégé. Donc on s'arrête, on ne fait pas du tout ce qu'on demande, mais bien le contraire. On a vu rapidement hein, ce qu'était un nudge, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous, la démarche. La promesse du titre, hein, c'est comment est-ce que ces nudges vont contribuer à créer des produits addictifs, des produits engageants surtout, et voir aussi comment ça peut tendre à devenir addictif. Comment faire en sorte de rendre le comportement durable dans le temps. Le nudge, ça va être une incitation, on l'a dit, à aller vers un comportement. L'engagement, c'est de faire en sorte que ce comportement se répète dans le temps. Alors, quand on parle il n'y a pas de définition quantifiable qui soit universelle pour l'engagement, ça dépend des produits, ça dépend des services. Des fois, on peut dire qu'un utilisateur engagé doit se connecter tous les jours. Pour un autre service, typiquement, si on est par exemple dans mettant une application d'assurance, on n'a pas besoin d'interagir tous les jours, c'est peut-être juste se connecter une fois par mois. Donc vraiment, ça dépend du produit, de sa nature. Il est important, donc, avant de s'intéresser à l'engagement, de définir quel est l'engagement pour le produit. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on cherche, comme je disais, une répétition d'un acte ou d'un comportement. L'utilisateur, enfin, l'engagement, c'est ce qui va faire que cet utilisateur va retourner, réutiliser, refaire ce comportement. Et dans le cas des entreprises, c'est ce qui va aussi aider à monétiser. Donc là, j'ai dit, hein, retourner, refaire, reproduire. Donc une des clés, pour vraiment rendre ce comportement durable dans le temps et aller favoriser l'engagement, ça va être la ritualisation. Donc ritualiser, c'est tout simplement créer une habitude autour d'un produit, autour d'une action ou d'un usage, même d'un comportement. Je vous présente Charles Duhigg, donc un prix Pulitzer, pas un prix Nobel, mais un prix quand même. C'est un journaliste qui qui a rédigé un livre autour des habitudes. Et il a établi cette boucle des habitudes, un framework assez simple, qui est basé sur, au départ, un signal. Hein. Pour lui, un signal, c'est plutôt une promesse. Moi, j'ai mis un signal ou déclencheur. Je ne rentre pas dans les détails des déclencheurs externes et déclencheurs internes. Mais ce qu'il faut savoir, donc, c'est que là, on va plutôt parler des déclencheurs externes, parce que notre nudge pourrait être ce déclencheur externe, ce petit coup de pouce qui va nous permettre de passer à l'étape 2, c'est-à-dire passer de l'intention vers l'action. Donc l'action avec un changement de comportement, c'est la deuxième étape pour pouvoir créer une habitude. Et enfin, une récompense.
Ce qu'on voit, c'est qu'un signal et une récompense ne suffisent pas à rendre un comportement ou une action durable au point d'en faire une habitude. Mais ce qui se passe pour pouvoir créer cette habitude, il faut que notre cerveau commence à espérer la récompense. Le côté déjà aléatoire de la récompense aide à le faire. Donc à faire en sorte que ce comportement devienne, une habitude, en fait. C'est l'espoir vraiment. C'est ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les jeux vidéo. C'est un bon exemple du mécanisme de récompense. Moi, j'ai ma fille qui joue à Animal Crossing. Elle a désir de progresser dans le jeu. Il y a toutes les actions qui y mènent, hein, donc il y a une association d'accomplissement. À chaque fois que je rentre dans le jeu, il y a une petite récompense. En plus, c'est aléatoire. J'ai un goût de reviens-y. Je sais ce que j'attends. Je sais ce que ça va susciter comme émotion en moi, donc j'ai envie d'aller revoir cette émotion. En fait, cette émotion, elle est aussi véhiculée par un neurotransmetteur. On a dit qu'on parlerait de dopamine. Donc la dopamine, c'est ce neurotransmetteur qui est généré et qui fait qu'on va aller en permanence la chercher. Donc on espère, on anticipe la sensation qu'elle va nous procurer. Donc cette dopamine, c'est ce petit neurotransmetteur qui va faire que, ah, on va y revenir, on va y revenir. Alors moi, j'aimerais quand même, qu'on soit très vigilant. Donc j'ai parlé de créer des habitudes, pas des dépendances. On veut des produits qui soient engageants. On ne veut pas des produits qui soient addictifs au sens, bah, on ne peut plus s'en séparer, ça crée une sensation de manque, ça devient malsain. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même très vigilant. On veut créer encore une fois une habitude et non une dépendance. Là, on parle quand même, quand on parle de neurotransmetteurs, de générer de la dopamine, on parle d'aller modifier la composition chimique de notre cerveau. Alors, à titre perso, moi, je préfère mettre l'effort, non pas dans ce qui va rendre accro un utilisateur, mais ce qui va réellement lui rendre service et lui apporter de la valeur. Et généralement, quand on voit l'apport qu'un produit ou un service va nous amener, ben, on a tendance à l'utiliser, on a envie de l'utiliser sans ces effets de dépendance. On est plutôt dans quelque chose vraiment du ressort de l'engagement. Alors, l'engagement, ce côté trigger, déclencheur, donc une incitation en se basant sur les nudges, bah, si on considère qu'un site ou un packaging est un contexte de décision, bah, on va utiliser le design, par exemple, on va mettre le design au profit de l'engagement, on va pouvoir nudger ce site, on va pouvoir nudger le packaging, nudger le produit à travers l'esthétisme, à travers le choix des couleurs, le wording, tout un certain nombre de choses qui va venir activer un certain nombre de biais. Typiquement, le biais d'ancrage par rapport au choix de couleurs qu'on fait. Et soyez vigilants aussi sur les différences culturelles. Le wording dans des call to action qui va plutôt aller tirer vers de l'émotion. Si par exemple on est sur un site mettant de fleurs, c'est la Saint-Valentin, plutôt que de mettre dans le bouton call to action je veux acheter ou je l'achète, on va mettre je l'offre. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'émotionnel. Les images et les vidéos pour activer le biais de représentation, les interactions. Donc il y a tout un certain nombre aussi de, comme je le disais tout à l'heure, hein, de biais sur lesquels on va jouer, on va voir quels sont les freins et on va les activer en levier à travers le design, donc la conception qu'on va donner à ce produit, que ce soit un site internet, un packaging ou autre, ou même un service. Et on va faire appel surtout, alors dans les termes de design émotionnel, je ne rentre pas dans le détail du design émotionnel, mais juste que vous sachiez en fait, qu'on va aller activer d'abord le niveau viscéral. Hein, c'est des réactions directes qui sont perçues à travers nos sens. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va pas mal travailler aussi à stimuler tous nos sens pour créer ce petit nudge. Je vais donner quelques exemples. Donc, j'ai pris des exemples américains. Là, en l'occurrence, un site comme Udacity, qui est un site qui propose des cours. Donc là, on va commencer sur Udacity par un élément très important dans l'engagement, c'est la première forte impression. On a la preuve sociale. On a là sur le côté donc 1/10 du prix. C'est le meilleur. En fait, on le voit à Udacity, the world's fastest, most efficient way to master. Donc, on est sur de la preuve sociale, de la référence, de la comparaison aussi à ce niveau-là. Première forte impression, on a envie d'y aller. Ensuite, là, on va passer à la motivation. Voilà, vous pouvez commencer. Il y a une incitation, il y a de l'aide qui est disponible. On a donc eu la première impression qui est forte, une exposition progressive du produit, du catalogue des fonctionnalités. Udacity font vraiment énormément de travail sur le design en fait, de leur site, tous les mécanismes qui vont générer de l'engagement comme le renouvellement du contenu, les annonces des prochains cours, les prochaines dates. Là, on a des petits biais aversion pour la perte. Il n'y a plus que 13 jours. Si on ne fait pas ça, ben, on risque de perdre cette offre-là. Donc, on joue un petit peu là-dessus pour pouvoir inciter au passage
à l'acte. Là, j'ai pris une capture d'écran. Alors malheureusement, ils le font plus, mais je trouvais à l'époque c'était hyper intéressant ce qu'a fait Udacity. En fait, ils proposaient tout simplement une récompense dès le départ. Donc la récompense, là, c'est le meilleur exemple hein, pour créer de l'engagement. Donc on propose une récompense. Si vous avez votre nano degree, donc ils proposent des programmes certifiants. Donc, si vous avez votre certificat, on vous rembourse la moitié des frais qui ont été engagés. Là, on a envie, hein, la récompense, on la voit, on veut y arriver. Et donc, on va s'engager jusqu'à obtenir ce certificat. Je vais passer à un autre exemple pour illustrer un petit peu les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour créer de l'engagement sur un site internet. Donc ça, c'est Strava que j'utilise à titre personnel. Donc Strava, c'est pareil, ils utilisent pas mal, ils se basent sur la gamification. Donc gamification, alors forcément, on s'inspire des jeux vidéo pour pouvoir créer de l'engagement. Ils ont démontré leur capacité à engager les personnes, à les rendre parfois addicts, et attention à ne pas confondre avec l'état de flux, où là on est plutôt à vouloir absolument, en fait, on est tellement concentré qu'on n'arrive pas à sortir, on n'est pas forcément addict. Il y a des gens qui confondent ça. Mais en tout cas, là, par exemple, Strava, qui vont se baser sur de la gamification et sur les principes, les mécanismes de réseaux sociaux pour aller accroître l'engagement. Donc là, on a des challenges, on est sur ce côté un petit peu, on veut y arriver, on veut réussir, on est sur de la norme sociale. J'ai masqué les noms, mais là, on nous donne les noms des personnes qu'on a dans notre cercle et qui ont rejoint un challenge. Donc, on a envie de se conformer, d'aller se frotter un petit peu, se comparer aux autres. Et puis, on a un flux d'informations qui arrive régulièrement. Donc, on est sans cesse happé, sans cesse rappelé vers le produit, sans parler de la valeur intrinsèque même du produit. Et puis en plus, là, on est sur des choses hein, comme le sport, qui ont aussi la même faculté de sécrétion de dopamine et qui peuvent aussi devenir addictives. Donc, par association, cette application pourrait le devenir. Donc, le nudge, hein, quand je parlais de comment le nudge contribue à créer des produits engageants, on a deux manières de le faire, on a vu dans cette boucle d'habitude. Soit on va utiliser le nudge pour déclencher le comportement et donc passer de l'intention à l'action. Hein. Donc c'est typiquement ce fameux formulaire qu'on va mettre sur un site pour encourager les personnes à aller se connecter, donner des informations. Par exemple, donc c'est la première action, voilà. Maintenant, on peut, et puis on déclenche hein, l'action. Maintenant, on peut aussi utiliser les nudges pour entretenir l'engagement et ressusciter l'attention. Typiquement, dans des sites où on n'est pas forcément dans de la gamification, on n'est pas forcément, c'est pas évident forcément de mettre des aspects de réseaux sociaux. On va par exemple prendre un site d'e-commerce classique, un site qui vend des vêtements. Donc une fois qu'on a la personne, on va peut-être l'engager, on va faire des collaborations, renouveler l'offre, travailler sur le contenu. Parfois ça peut suffire, parfois ce n'est pas forcément suffisant. Et donc là, quand on a une perte d'attention, on va venir ajouter un petit nudge, là on est dans le nudge marketing, on va faire une relance panier. Quand on va voir que la personne va partir, une petite pop-up discount, ne partez pas trop vite. Donc voilà, donc le nudge, finalement, si on l'utilise un peu comme palliatif, donc à chaque fois, ça reste intéressant, mais dans une certaine mesure. Hein. Il ne faut pas l'utiliser à l'excès. Le produit doit quand même prendre le relais par sa proposition de valeur intrinsèque. Sinon, les utilisateurs ne sont pas dupes. Hein. Ils vont finir par se lasser et passeront à des concurrents. Il y a un bon dosage à avoir et de la créativité pour ne pas mettre l'utilisateur dans une situation de lassitude, voire pire, hein, lui donner le sentiment qu'on est en train de l'inciter, de le happer, voire d'essayer de l'influencer. Pour résumer un petit peu ce qu'on a vu sur les clés de l'engagement, parce que c'est quand même très important, donc une première forte impression, une utilisabilité éprouvée. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'engagement va commencer une fois les besoins de base de l'expérience utilisateur remplis. Donc là, vous pouvez voir, il y a une pyramide pour les besoins, un peu comme les pyramides de Maslow, mais là, il s'adapte aux besoins d'expérience utilisateur. Donc on va créer des récompenses aléatoires. Les mécanismes de jeux vidéo, typiquement, sont un bon exemple. Des explications et de la transparence, c'est très important, notamment quand il y a des insatisfactions, des bugs. Il faut être très clair sur ce qui se passe. Créer un lien émotionnel avec le produit. En fait, quand on a une émotion vis-à-vis du produit, là, on modifie absolument la perception des caractéristiques objectives de ce produit. Ça y est, il y a de l'émotion qui est établie. On va aussi essayer de travailler sur le sentiment d'appartenance, créer une communauté, faire participer au produit. Les exemples de levée de fonds, les financements participatifs sont vraiment des bons moyens de créer l'engagement. On s'est déjà investi dans le produit. Donc là, je parlais justement de sentiment d'appartenance, mais aussi d'investissement. C'est connu
plus on va investir sur les produits, plus on va vouloir y retourner. Ça, c'est plutôt ce biais de l'aversion à la perte et la dépossession. Alors pour finir, alors je vais pas passer peut-être trop de temps sur l'aspect addictif car je sais que cela a posé quelques soucis d'éthique, mais je voulais quand même qu'on soit vigilant parce que quand on fait, au fait, quand on veut travailler l'engagement, on va faire appel aux mêmes mécanismes et notamment ces mécanismes qui vont avoir un impact réel sur le cerveau. Et il faut vraiment pas jouer avec ces mécanismes-là à tort et à travers parce qu'en effet, ça peut faire du mal. Hein. Moi, il y a des sujets d'éthique qui peuvent se poser. En tout cas, si certains cantonnent le nudge à son impact positif pour l'individu, la société ou la planète, d'autres vont s'arrêter à la définition la plus simple, à savoir inciter en vue de changer un comportement qui soit positif pour l'individu ou positif pour l'entreprise dans un but économique. On s'arrête uniquement à ça. Certains diront que l'éthique d'une approche n'est pas forcément soluble dans le constat de son utilité, ou quelques-uns opposeront tout simplement à la fin justifie les moyens. Moi, en tout cas, je considère que le nudge n'est qu'un outil et ce qui définit son éthique, c'est ce qu'on en fait. Et j'espère que maintenant que vous savez comment, en tout cas j'espère que vous savez comment on utilise les nudges, quels sont leurs mécanismes, vous saurez en faire un bon usage. Je vous remercie. Avant de partir, alors on va prendre les questions. Bon, il y a quelques jokes au début, on se posait la question si le sablier pour les enfants, ça marche aussi pour les conjoints. Ah, alors, le cerveau des enfants, ce qu'il faut savoir, on a encore dit, hein, il y a des biais. Les enfants n'ont pas la même durée de vie, n'ont pas encore vécu aussi longtemps que les conjoints, donc ils n'ont pas beaucoup de biais. On arrive quand même à les influencer. C'est un peu plus simple. Ça ne marche pas pour les conjoints. J'attends toujours mon sac et le magazine est toujours sur la table. Ça ne marche pas. D'accord. Du coup, dans le cas similaire, c'est que l'approche de Noël arrive et des fêtes. Et quelqu'un se pose la question, c'est Anne-Sophie, si j'amène mon mari place Vendôme vers la période de Noël, est-ce que c'est un nudge? Alors, est-ce qu'il aurait une alternative? Si tu lui proposes une alternative, je tutoie parce que Anne-Sophie, je la connais. S'il a d'autres choix, là, tu mets quand même à Place Vendôme, il n'a pas trop de choix hein, entre un magasin de luxe et un autre magasin de luxe. Moi, je dirais que c'est pas un nœud, je dirais que c'est plutôt un guet-apens. Et moi, j'ai noté qu'il fallait l'intention Oui. pour aller vers l'action. Donc, est-ce qu'il a l'intention de lui faire plaisir place Vendôme? Exactement. Alors, on arrive aux questions. Si on réfléchit au produit, on vise la valeur. On pose donc Customer Centricity. Est-ce que selon toi, un nudge concourt à la valeur du produit ou est-ce un leurre cognitif pour influencer l'envie d'utiliser le produit sans forcément finalement apporter une valeur spécifique? Alors, ça dépend vraiment parce que, encore une fois, de la même manière qu'on dit qu'il n'y a pas de définition universelle de l'engagement, ça dépend encore une fois du produit et de ce qu'on met derrière. Si on est sur typiquement un produit comme étant une association à laquelle on veut apporter de la valeur, un nudge pourrait y contribuer en effet parce qu'on sera plutôt sur un changement de comportement avec ce côté vraiment je vais apporter du bien, je vais tendre vers quelque chose qui fait du bien à la société, qui fait du bien à la planète. Donc là, oui, on pourrait dire que ça pourrait contribuer à la valeur. La valeur étant cette modification de comportement, hein, si c'est aussi ça l'objectif du produit. Si le produit, sa valeur réside dans le changement d'un comportement. Si le produit est autre, hein, sa valeur, elle réside plutôt dans des transactions commerciales, par exemple, le nudge ne va pas nécessairement contribuer, ne va pas du tout, en réalité, contribuer à cette valeur, du moins de mon point de vue, il va plutôt juste inciter, donner le petit coup de pouce pour amener la personne, l'individu, à s'intéresser peut-être à cette valeur. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faudrait plutôt l'utiliser. Alors, le côté après, est-ce qu'on est sur de la manipulation, est-ce qu'on est sur du leurre? Si on part du principe qu'on ne devrait pas mentir, que le nudge ne doit pas mentir sur ses intentions, à mon sens, on n'est pas dans du leurre. Si on cache des choses, si on utilise des subterfuges, là, on est clairement dans du subterfuge, on n'est plus sur du nudge. N'oublions pas, hein, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment ce petit coup de pouce, cette première incitation de changement de comportement. Très bien. Effectivement, il y a pas mal de réactions autour de l'éthique et ce sujet de l'éthique qui est mise à rude épreuve. Et selon toi, on a une question d'un point de vue personnel, déontologiquement, à quel moment tu considères qu'on passe de l'influence à la manipulation vis-à-vis de l'utilisateur? Et où mettrais-tu justement cette limite éthique poussée à l'usage d'un produit par une intention de la part de son créateur, toujours subjective? Comment poser finalement la bonne mesure
comment s'assurer qu'on est toujours customer centric, alors que paradoxalement, on incite à aller vers un comportement qui n'est pas peut-être naturellement. Alors moi, à titre personnel, ce que j'expliquais, je fais du service design, mais principalement sur des sujets plutôt human-centric. Donc, je travaille avec des associations, je travaille avec design d'intérêt général, donc on travaille avec des mairies, des choses comme ça, on travaille sur des problématiques de santé. J'accompagne là, par exemple, une association sur la santé mentale. On est plutôt sur des choses où le nudge va vraiment, vraiment avoir une utilité morale. On veut vraiment faire des changements réduire certaines consommations, alors encore une fois, morale par rapport à celui qui est l'architecte du choix. Donc on a toujours ce biais, le biais de la personne qui estime que ce comportement est positif. Donc on a toujours ce biais dans tous les cas. C'est-à-dire que même quand on dit est-ce que c'est éthique ou pas, ça dépend de la perception qu'on a de l'éthique. Est-ce que moi je juge que le fait de faire passer 2 heures sur un produit quelqu'un ou le faire acheter mes produits c'est éthique? Je n'aurai pas de sujet. Si je juge que ce n'est pas éthique, là, je ne le ferai pas. Donc l'éthique est toute relative. Alors, il y a des personnes qui disent ça ne fait pas de mal à la personne. C'est-à-dire que acheter des produits sur un site e-commerce, est-ce que ce n'est pas éthique? Faire une relance panier pour dire à la personne, sachant qu'on lui laisse le choix, ce serait bien que tu achètes, peut-être que tu n'as pas eu le temps de réfléchir. En plus, là, on sort quand même de l'environnement de prise de décision. On n'est plus sur le site, on est plutôt sur la relance panier, donc dans un mail. Mais on peut quand même, à ce moment-là, dire qu'il y a peut-être le système 2 qui va prendre le relais et qui va commencer à réfléchir. Est-ce qu'on veut vraiment ce produit ou pas? Donc, vous voyez, finalement, il y a une limite qui est assez frêle et qu'on peut dépasser très vite. D'un point de vue vraiment philosophique, même sans avoir aucun lien avec les produits, on est quand même, on le dit, hein, on est quand même en train d'influencer les comportements. Hein. C'est ce côté que j'ai mis dans la bouche de mes enfants, à savoir, on veut bien obéir à condition de ne pas recevoir d'ordre. Quelque part, on influe des directions. Le libre arbitre est un peu discutable. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'asservissement, de domestication de l'homme par l'homme? Il y a des philosophes qui se sont posés la question, hein, c'est pas moi qui le dis, mais en tout cas d'un point de vue philosophique, on peut débattre sur la matière au-delà de l'aspect produit. Alima nous pose la question, les produits comme TikTok, Instagram, etc. Rentrent dans quelle catégorie de produits? Produits addictifs ou plutôt produits engageants sans dépendance? Alors, il y a plusieurs types au fait. L'addiction, ce qu'il faut comprendre dans le mécanisme de l'addiction, quand on parle de l'addiction, il y a un côté péjoratif. Donc j'avais expliqué ce côté dopamine. On peut parler typiquement des addictions aux drogues. C'est quand une fois qu'on n'a plus le produit, on ressent un manque. On a envie d'y aller, et on ressent vraiment un manque, c'est-à-dire un mal-être. Je ne vais pas parler très longtemps de tout ça, il y a énormément de littérature là-dessus, mais le produit, quand il devient addictif, c'est que quelque part, on a créé un rapport malsain. Donc, on ressent quand même une sensation de mal-être si on n'a plus ce produit. On a un autre état qu'on trouve notamment dans les jeux vidéo, qu'on confond parfois avec l'addiction, et qui s'appelle l'état des flux. En fait, c'est tout simplement, vous avez cet état où vous êtes sur votre téléphone, par exemple, vous êtes en train de jouer, et vous oubliez tout le reste. C'est ce qui vous fait perdre un petit peu la notion du temps, rater votre arrêt parce que vous étiez dans le métro en train de jouer. Là, on n'est pas sur de l'addiction, on est tout simplement sur un état de flux où on est complètement absorbé. Donc l'addiction, ce qu'il faut garder, en tout cas moi de ma définition, ça reste quand même assez péjoratif parce qu'on crée ce manque. Et le manque peut faire vraiment du mal parce que quand on est en manque, on n'est plus motivé, on n'a plus envie de rien. La seule chose qui peut plus ou moins nous rassurer un petit peu, retirer ce manque, c'est ce fameux produit addictif. Et encore, parce qu'en fait, on est saturé en dopamine, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une très, très, très forte charge, très, très forte dose de ce produit pour calmer cette addiction. Donc, c'est là, en fait, la limite. Un produit engageant, ça va être un produit dans lequel, en fait, on trouve quand même un plaisir à revenir, on trouve quand même de l'intérêt. Et l'engagement, c'est pour ça que je dis, il faut que ce soit quelque chose d'intrinsèque au niveau de ce produit. Les mécanismes sur lesquels jouent les réseaux sociaux sont des mécanismes, alors c'est pas forcément addictif, mais on n'est pas encore dans l'addiction, sauf s'il y a des personnes qui sont vraiment absolument accros. Mais en tout cas, les mécanismes restent quand même assez light. On n'est pas dans l'addiction, on n'est pas
dans l'engagement intrinsèque, on est dans l'engagement par le système de récompense, c'est-à-dire on sait que on va avoir un like, donc on espère avoir un like, on va aller regarder combien j'ai eu de likes, des choses comme ça. Donc on va être sur une routine, sur une habitude qui peut devenir addictive, mais généralement c'est rare avec les réseaux sociaux. D'accord. Néanmoins, il y a le parallèle qui est fait avec les jeux vidéo, avec le système de récompense justement dans ces jeux vidéo, et la question finalement, quel garde-fou pour de vrai pour éviter ce type d'addiction, puisque ça va créer une habitude. Or, la barrière, elle est très fine entre l'habitude et l'addiction. Donc, la nécessité à faire pour obtenir la récompense, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu peux préconiser comme garde-fou ou comme pour éviter de tomber dans Alors, l'addiction? des garde-fous, il y a deux choses. C'est-à-dire que soit à titre individuel, on est conscient, et encore, hein, ça joue vraiment sur des mécanismes qui sont très, très ancrés et très complexes. Hein, ça joue sur la psychologie, ça se joue encore une fois, hein, ce que je disais, sur vraiment la consistance chimique de notre cerveau. Donc, c'est quand même assez dur, hein, de travailler dessus, et c'est pour ça que les gens se font accompagner. Au niveau des produits, à moins que ce soit la volonté même des concepteurs de produits de mettre les garde-fous qu'il faut, ça reste quand même assez compliqué. Hein. Pour la petite anecdote, Fortnite, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, hein, qui est très très connu. Fortnite il y a eu un procès, alors je ne sais pas quel en a été l'issue, mais en tout cas, il y a des Canadiens qui ont fait un procès à Fortnite, justement sous ce prétexte qu'il essaie de les rendre addictifs et qu'il y parvient, et aussi en mettant en évidence que Fortnite a mis dans son équipe des personnes qui sont des psychologues, des neuroscientifiques. Donc, on n'est pas uniquement sur des développeurs, on n'est pas uniquement sur des développeurs, des concepteurs de jeux vidéo, des designers, des choses comme ça. On est quand même sur des psychologues, donc des gens qui savent, qui ont quelque part une sorte de responsabilité que n'aura pas potentiellement un développeur vis-à-vis de la création ou non de cette addiction. Et d'ailleurs, c'est une Française, hein, Cécilia Audon, qui est psychologue de formation, et pas que, et qui était responsable de l'expérience client. Donc, le garde-fou, c'est soit la conception du produit, qu'on se le met, une fois qu'on est rentré dans ce cercle, une fois que nos mécanismes ont été bien compris par ceux qui conçoivent les produits, bien observés et bien, entre guillemets, manipulés, un peu plus difficile d'en sortir à moins d'une grosse volonté et peut-être d'un peu d'accompagnement. En tout cas, beaucoup de retours par rapport à la qualité de ta présentation et à tes qualités de présentatrice, jugées très captivantes, avec de beaux exemples qui aident bien à comprendre. Et pour finir, je te poserai la dernière question d'Alima qui peut concerner plusieurs personnes. Elle se pose la question, est-ce que tu aurais une formation certifiante ou pas à lui recommander dans le souhait de devenir un meilleur product owner ou un product manager? Alors, il y a les formations certifiantes de la Scrum.org, de la Scrum Alliance, qui sont des formations reconnues sur du product ownership orienté Scrum. Il y a pas mal d'entreprises. Alors, nous, on en propose aussi. Hein, on n'est pas là pour faire la promotion. Moi, ce que je dirais, et je le donne à titre vraiment très personnel, de ma propre expérience. Alors, moi, je me forme pas seulement dans ce qui touche au produit. À titre d'exemple, pendant le confinement, j'ai suivi un MOOC sur FanMOOC, France Université Numérique, sur les tendances culinaires. C'est un MOOC de Ferrandi. On peut se dire, mais les tendances culinaires, c'est quoi le rapport avec le produit? En réalité, il y en a un, parce que là, ça nous permet aussi de comprendre un peu le consommateur. Qu'est-ce qui fait que ça crée une tendance? Qu'est-ce qui plaît? Donc, on est dans la sociologie du consommateur, et ça peut aider. Moi, je suis plutôt dans cette optique-là, d'aller croiser. On peut apprendre très vite les outils, on peut apprendre très très vite quelques ateliers de la facilitation, rédiger des user stories, tout ça, mais je suis plutôt à encourager à aller élargir le spectre des compétences, s'intéresser à l'UX design, s'intéresser à l'UI, s'intéresser aussi à des sujets qui sont peut-être pas forcément dans la sphère immédiate du produit, mais dont on peut vraiment suivre. Pour la formation, en tout cas, si Alima est intéressée par tout ce qui touche au comportementalisme,
Il y a Dan Ariely qui donne une formation sur Acumen, qui est très intéressante, avec pas mal de détails, des frameworks et autres, vraiment autour de ces principes, hein, de mécanismes comportementaux. Et par contre, c'est orienté social, hein, c'est plus orienté dans des aspects sociaux. Il y a des exemples qui sont tirés du monde du produit, du monde digital, mais c'est plutôt orienté social, et moi je suis plus dans cette tendance-là. Sinon, il y a énormément de MOOC. N'hésite pas à me contacter et puis je pourrais faire une liste un peu plus fournie. Fatima, moi, j'ai juste une question. Tu as marqué comment créer des produits engageants, mais est-ce que ça marche aussi pour les services? On aurait pu mettre produit/service? Tout à fait. En fait, moi, quand je mets produit, dans ma définition du produit, c'est tout ce qui est produit, en fait, en réalité. C'est tout ce qui est solution à une problématique donnée. Donc, ça peut avoir une forme tangible, ça peut avoir une forme intangible. Donc, les services, à mon sens, en font partie aussi, oui. D'ailleurs, dans les exemples qu'on fait pour les dons, ça s'appuie pas uniquement sur des produits physiques, mais c'est principalement des services et des parcours. Super. Et en fait, je me posais la question en même temps que je t'entendais parler. Donc, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, le nudge, et on est nombreux à indiquer. On a ajouté un nouveau nom, une nouvelle définition en tout cas, moi, personnellement, dans mon vocabulaire et dans mes connaissances. Et je me posais la question, dans le cadre d'une transformation, on est beaucoup de coachs ici et on accompagne les gens. Et en fait, on se dit, tiens, il y a du nudge. Et tu nous as dit, finalement, nudge, c'est de l'incitation de passer de l'intention à l'action. Du coup, si on a des collaborateurs qui ont une intention positive de s'inscrire dans une transformation, finalement, d'aller chercher le petit nudge qui fait qu'on va les pousser à l'action. Est-ce que je veux bien déborder 2 minutes parce que s'il y a des gens qui sont intéressés par cette réponse ce serait quoi un nudge pour les amener à l'action s'ils ont l'intention de se transformer? Alors, on ne peut pas juste répondre comme ça, ce serait quoi? Un nudge dans l'absolu, il faudrait comprendre justement quels sont les freins. Quel est le comportement déjà qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qui les freine? Donc là, en fait, quand on fait les parcours, on va vraiment, vraiment détailler étape par étape. C'est typiquement les observer, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir faire quelque chose. Par exemple, si on veut changer leur manière, mettons, de faire les réunions, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui leur coûte, qu'est-ce qui est freiné. On va essayer d'identifier ces biais. Tant qu'on n'a pas les biais, ça serait difficile dans l'absolu de le faire. Après, il y a des choses qui sont évidentes parce qu'on les a fait par ailleurs. Typiquement, les pomodoro sont des nudges, hein, à titre tout bête. Hein. Le fait de dire, voilà, on a un petit pomodoro, c'est pour restreindre. On a envie, donc le comportement qu'on souhaite, c'est limiter la durée d'une intervention, d'une réunion ou autre. Voilà, ça, c'est un petit nudge.